et bienvenue dans ce webinaire du CNCH. Alors, avec le soutien institutionnel de l'Alliance BMS Pfizer, j'ai un énorme plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi des néphrologues et qui vont vraiment m'apporter quelque chose parce que on va parler d'anticoagulation et fonction rénale. Et quand on a commencé à utiliser les anticoagulants au redirect il y a quelques années, on avait mis la barre très haut. L'insuffisance rénale, on s'en approchait pas. Et puis au fur et à mesure, j'ai l'impression que maintenant, la règle a complètement changé. Et donc, on a l'énorme plaisir d'avoir avec nous Antoine Delarche, qui est néphrologue à la clinique Saint-Exupéry à Toulouse, et avec un orateur super guest star chez nous. Et je laisse Antoine Delarche vous présenter. Alors, merci avant tout à tous de m'inviter dans cette présentation d'actualité. Et bon, je vous présente du coup le professeur Esnault, donc professeur à Nice, qui va nous présenter les anticoagulants chez les patients avec une altération de la fonction rénale ou vis-à-vis de la fonction rénale. Bonjour à tous, donc je vais partager mon écran. Alors malheureusement, il y a un hélicoptère du SAMU juste derrière moi. J'espère qu'il n'y a pas trop de… On n'entend pas trop, Ça ça va, va? ça va, ça va. Ça va pour l'instant? Bon, quand Ça tu vas va. décoller là, ça va faire un peu de bruit. Alors voilà, je suis vraiment très heureux de retrouver mes amis cardiologues à nouveau pour partager avec vous des réflexions. Et j'espère qu'on aura un débat, parce qu'il y a vraiment des données qui suscitent le débat sur ce sujet, anticoagulation et donc fonction rénale. Alors, on a le soutien institutionnel de BMS Pfizer, mais en fait, je vous ai mis mes liens d'intérêt. J'ai des conflits, liens d'intérêt, en fait, avec la plupart des médicaments, bien sûr, du cardiovasculaire, de l'endocrinologie, de la diabétologie, puisque je suis néphrologue et thérapeute, et donc je fais effectivement pas mal de conférences sur ces sujets. Alors, pourquoi c'est un vrai sujet? Parce qu'effectivement, la fibrillation atriale est plus fréquente si vous avez une insuffisance rénale. Vous voyez ici la comparaison du risque relatif de FA. Eh bien, ce risque est augmenté de 47% chez les patients qui ont un DFG inférieur à 60 par rapport à ceux qui ont un DFG supérieur à 60. Et le souci, c'est que cette maladie rénale chronique, cette insuffisance rénale chronique va augmenter à la fois le risque de thrombose et d'hémorragie. C'est montré dans plein de séries. Ici, dans ce registre danois, alors malheureusement, les patients qui ont une insuffisance rénale ne sont pas strictement comparables à ceux qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Vous voyez qu'ils reçoivent un petit peu moins d'AVK, un peu plus d'aspirine, et qu'ils ont des Schwarzwasc et des Asbled un petit peu plus élevés que les patients non insuffisants rénaux chroniques, qui sont donc un peu plus graves. Mais très clairement, en tout cas, les histogrammes rouges, ce sont les patients qui ont une insuffisance rénale. Vous voyez que si vous avez une insuffisance rénale et que vous êtes dans ce registre danois, vous avez beaucoup plus de risques thromboemboliques, mais aussi plus de risques hémorragiques. Donc, c'est vraiment vous êtes coincé entre le marteau et l'enclume. Alors, la première idée qu'il faut un petit peu déminer, c'est cette notion que l'insuffisance rénale doit faire diminuer les doses d'AOD. Alors, on va voir que c'est en grande partie faux. Et pourquoi? Alors, il faut se souvenir de la méthodologie des études pivot des 3 AOD qui sont commercialisées actuellement en France. Alors, vous savez que dans Rely, le critère d'exclusion était le Cockcroft inférieur à 30, et les patients ont tous été randomisés en 3 bras, soit AVK, soit DABI 110 x 2, soit DABI 150 x 2. Donc, il n'y a eu aucune adaptation de posologie a priori du fait de l'insuffisance rénale, et il y a eu dans les 3 bras, AVK DABI 110 et DABI 150, dans les 3 bras, vous avez eu des vieux, des jeunes, des insuffisants rénaux, des non-insuffisants rénaux. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'était le premier de la classe, le DABI, le premier antithrombine oral, et on n'avait aucune idée de l'intervalle thérapeutique. On n'était pas capable de doser, comme pour les anti-DISA, et de savoir quelle était la fourchette thérapeutique. Et donc, en fonction des études de phase 2, on a trouvé des doses qui paraissaient efficaces, et on s'est dit qu'on allait faire ces études et qu'on allait voir qui bénéficiait de quelle dose, puisqu'on avait autant de vieux, autant d'insuffisants rénaux dans les 3 bras. Alors, c'est malheureusement ces études post-hoc, mais qui étaient prévues a priori par la méthodologie de l'étude, qui sont maintenant reprochées
au dabigatran, on va en reparler. Alors, avec le Rivaro, comme c'est un antidissable, on avait des études de pharmacocinétique avant, et on savait que dans l'insuffisance rénale, ça s'accumule. Et donc, si les patients avaient des Cockcroft entre 30 et 49, les patients ont été randomisés pour avoir du Rivaro 15 ou les AVK, et avec le Cockcroft pour A50, ils avaient la pleine dose. Pareil pour l'API dans Aristotle, comme pour le dabigatran, on n'a pas pris en compte que la fonction rénale, parce qu'on savait aussi qu'il y avait une accumulation possible du fait d'altération de la fonction hépatique avec l'âge et aussi des volumes de distribution liés au poids. Et donc, c'est ces fameux 2 critères parmi 3 que vous connaissez bien qui vont faire que vous avez soit la pleine dose, 5 x 2, soit que vous diminuez la dose à 2,5 x 2. Et donc, je vous rappelle les doses finalement des AMM. Donc, pour le DABI, même si vous avez une insuffisance rénale moyenne à modérée, donc un DFG entre 30 et 50, un Cockcroft entre 30 et 50, vous devez garder la pleine dose, 150 x 2, et vous ne diminuez à 110 x 2 que si vous avez d'autres critères, en particulier l'âge, on va y revenir. Pour le Rivaro, un seul critère, la fonction rénale, basé sur des études de pharmacocinétique, et donc entre 30 et 50, vous n'avez plus que 15 mg et pas 20. Et puis pour l'API, ces fameux 2 critères parmi 3 qui vont faire que vous pouvez avoir une diminution de dose. Alors, pourquoi donc la FDA recommande une dose usuelle de dabigatran dans l'insuffisance rénale? Ça paraît extrêmement choquant, puisque, vous le savez, le dabigatran est à élimination rénale pratiquement exclusive, et donc le dabigatran s'accumule de façon extrêmement significative en cas d'insuffisance rénale. Alors que donc ce médicament s'accumule dans l'insuffisance rénale, on vous dit de ne pas diminuer la dose de dabigatran dans l'insuffisance rénale. Pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, dans RELY, on a randomisé les patients, quelle que soit leur fonction rénale, dans les 3 bras, AVK, 110 x 2, 150 x 2. Et donc, on a été regarder ce que faisaient les patients qui avaient un Cockcroft entre 30 et 50, et on s'est rendu compte que le bénéfice de la dose de 150 x 2 était largement plus important qu'à la dose de 110 x 2. Vous voyez ici, quasiment 2 fois moins d'événements thromboemboliques, alors qu'il n'y avait pas plus de saignements graves. Je répète, il n'y avait pas plus de saignements graves avec la dose de 150 x 2 par rapport à la dose de 110 x 2. Même une tendance à en avoir un petit peu moins, mais ça n'était pas statistiquement significatif. Et pourtant, comme dans cette étude, bien sûr, premier de la classe, on était très inquiet de ces accumulations possibles de dabigatran dans l'insuffisance rénale, il y a eu des dosages sanguins et on peut constater effectivement que chez les patients qui reçoivent du dabigatran, avec une insuffisance rénale, les taux sanguins sont 2 à 3 fois plus importants. Donc, effectivement, comme attendu, le dabigatran s'accumule dans l'insuffisance rénale de façon extrêmement importante, mais ça ne fait pas plus saigner. Alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose de très important, c'est que l'index thérapeutique des antithrombines, ce n'est pas l'index thérapeutique des antidissa, où vous avez une fourchette thérapeutique assez étroite. Là, l'index thérapeutique est vraiment extrêmement large. Par contre, il y avait aussi beaucoup de patients âgés qui, comme on l'a dit, ont été randomisés dans tous les bras. Et quand on regarde la sous-population des patients âgés, certes, il y a encore un bénéfice en termes de prévention du risque thromboembolique de la dose de 150 x 2 par rapport à la dose de 110 x 2, même si celui-ci devient plus marginal. Par contre, il y a plus de saignements graves, et ça devient inacceptable. Et c'est pour ça qu'on vous dit que si vous êtes âgé, vous allez sur le critère de l'âge diminuer la dose de dabigatran à 110 x 2. Alors, pour l'apixaban, vous connaissez par cœur ces 2 critères parmi 3, âge de plus de 80 ans, poids inférieur à 60 kg et créatinine supérieure à 133. Et finalement, si vous êtes simpliste, vous vous dites finalement, âge, poids, créate, c'est quoi? Finalement, c'est le Cockcroft. C'est le Cockcroft. Pourquoi diable? C'est de casser la tête à faire ce critère très compliqué alors qu'on avait le Cockcroft. Parce qu'effectivement, quand le Cockcroft diminue, quand la fonction rénale s'altère, l'apixaban qui est en partie à élimination rénale va s'accumuler. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe chez la femme ou chez l'homme, quand vous êtes exactement au seuil des 3 critères, vous voyez le poids à 60 kg chez quelqu'un de 80 ans avec une crête à 133, vous êtes exactement au seuil de ces 3 critères, ça correspond à un Cockcroft à 30, en gros. Donc, on aurait peut-être pu faire beaucoup plus simple pour l'API et dire, en dessous de 30,
D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, en dessous de 30, API de 5 x 2, et au-dessus de 30, API 5 x 2. Sauf que non. Sauf que tout ce qui est simple est faux. Et donc, en fait, l'intelligence de prendre 2 critères parmi 3, c'est de faire comme pour le dabigatran, de prendre en compte le vieillissement hépatique lié à l'âge et l'accumulation du produit dans des petits poids, des petits volumes de distribution, pour être dans une fourchette d'adaptation beaucoup plus fine, beaucoup plus individualisée que one size fits all pour le Rivaro, où on ne tient compte que de la fonction rénale. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a des si bons résultats. On va revenir là-dessus. Si on revient dans Aristotle, hein, donc l'étude pivot, vous vous souvenez qu'il y avait 95% des patients dans Aristotle qui sont sous pleine dose. Alors ça, il faut quand même bien réaliser ça, c'est que le niveau de preuve de l'API à 2,5 x 2 est quand même plus faible que celui de l'API à 5 x 2, parce que l'essentiel des patients dans l'étude pivot, 95% des patients, ont eu API 5 x 2. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux n'avaient que l'insuffisance rénale. Ils avaient le poids à plus de 60 kg, ils avaient l'âge inférieur à 80 ans, et n'ayant que le critère insuffisance rénale, il était licite, un seul critère parmi 3, de leur laisser la dose, pleine dose, à 5 x 2. Et donc, vous voyez effectivement que ces patients qui reçoivent 5 x 2, quand le Cockcroft baisse jusqu'à 30, hein, ce qui était la limite pour recevoir 5 x 2, puisque après, en dessous de 30 x 2, entre 25 et 30, les patients recevaient 2,5 x 2, et bien vous voyez que finalement, plus le Cockcroft s'altère, plus la différence entre les courbes devient importante, donc plus le bénéfice, finalement, en termes de risque de saignement majeur, est important de l'apixaban par rapport aux AVK. Donc, quelque part, le bénéfice de l'apixaban est encore plus important chez les insuffisants rénaux à pleine dose, hein, apixaban 5 x 2, par rapport aux AVK. Donc, ça, il faut bien avoir ça en tête, que effectivement, ce schéma d'adaptation de posologie un peu compliqué de l'apixaban, il n'est pas totalement idiot, il est associé d'ailleurs à un très bon niveau de preuve, on va y revenir. Alors maintenant, est-ce que l'insuffisance rénale est associée à un moindre bénéfice des AOD par rapport aux AVK? On entend encore ça, vous voyez, ah ben moi finalement, bah oui, je suis passé aux AOD, mais je garde les AVK pour les insuffisants rénaux parce qu'on ne sait pas trop, les insuffisants rénaux, finalement, les AOD, ce n'est pas terrible. Ben, on va voir que ça, c'est une belle bêtise parce que quand vous regardez effectivement les différents niveaux de fonction rénale ici dans Rely, les différents sous-groupes de Cockcroft, vous voyez qu'il n'y a aucune interaction entre le niveau de Cockcroft et le bénéfice finalement du DABI 110 par rapport aux AVK. Hein, ici, donc, pas de supériorité en termes d'efficacité thromboembolique, hein, donc c'est la même, on va dire, équivalence par rapport aux AVK, et c'est la même supériorité en termes d'efficacité de la dose de 150 x 2. Et ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet statistiquement significatif. Et d'ailleurs, s'il y a une tendance, c'est à ce que finalement, ça soit encore mieux, encore plus net pour les Cockcroft les plus bas. Hein. Ne lisez pas cette étude à l'envers. Le P d'interaction est non significatif. Mais si vous chipotez, certains adorent chipoter en disant bah oui, c'est pas significatif parce que ces tests sont pas très puissants statistiquement significatifs, mais il y a une tendance, bah oui, mais la tendance est comme pour l'API, que ça soit plutôt meilleur pour les Cockcroft les plus bas. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'interaction entre le niveau de fonction rénale et l'efficacité du dabigatran. Pareil pour le rivaroxaban. Vous savez que le rivaroxaban est le seul AOD qui n'a pas été supérieur aux AVK ni en termes d'efficacité sur le risque thromboembolique, ni en termes d'hémorragie, hein, donc le seul des 3 AOD. Et donc, voilà, quel que soit le niveau de Cockcroft, bah, vous avez la même non-supériorité, aussi bien en termes d'efficacité qu'en termes de risque hémorragique. Alors, pour l'apixaban, comme on l'a vu, il y a une petite différence. En termes d'efficacité, eh bien, il n'y a pas d'interaction du taux d'insuffisance rénale, hein, du niveau de Cockcroft. Mais par contre, en termes hémorragiques, je vous l'ai déjà dit, il y a, oui, une interaction, et cette fois-ci en faveur d'un bénéfice encore plus important, et c'est statistiquement significatif, alors qu'encore une fois, ces tests d'interaction ne sont pas très puissants, ça montre que des effets très, très, très vrais. Ben, vous voyez que quand le Cockcroft est plus bas, l'apixaban eh bien, est encore plus bénéfique par rapport aux AVK en termes de moindre risque hémorragique donc, que les AVK.
Donc, non, effectivement, il n'y a pas moins de bénéfices, c'est exactement le même bénéfice des AOD, quel que soit le niveau de fonction rénale. Alors, maintenant, quel niveau de preuve en synthèse entre ces trois AOD que vous avez à votre disposition? Alors, ça, c'est directement tiré de la commission de transparence. Hein. Donc, l'apixaban est le seul AOD qui est à la fois supérieur aux AVK en termes d'efficacité sur la prévention du risque thromboembolique, AVC, embole systémique, et supérieur aux AVK en termes de risque hémorragie majeure. Le Rivaro est le seul, comme je viens de vous le dire, qui est pas supérieur ni en termes d'efficacité, ni en termes d'hémorragie. Et puis le Dabi dans une situation un peu intermédiaire, puisque à la dose usuelle de 150 x 2, c'est super aux AVK en termes d'efficacité, mais pas en termes de risque hémorragique. Et à la dose de 110 x 2, c'est super aux AVK en termes de risque hémorragique, mais pas en termes d'efficacité. Alors, on vous dit beaucoup, bah oui, mais les malades ne sont pas comparables entre les études. Alors, on va nuancer ça. C'est vrai que les malades ne sont pas comparables entre les études, mais on peut déjà les comparer. Et en tout cas, on vous dit, bah oui, mais les malades dans Rocket, ils étaient plus graves. Ils avaient des CHADS plus élevés. Ah oui, mais à ce moment-là, allons regarder si le taux de CHADS a un impact sur l'efficacité du Rivaro. Est-ce que dans le sous-groupe des CHADS plus bas, entre 2 et 4, comparables aux autres études, le Rivaro est enfin supérieur aux AVK? Eh bien non. Et vous voyez que le test d'interaction n'est pas significatif. Ça veut dire qu'il n'y a aucun effet du CHADS dans l'efficacité du Rivaro par rapport aux AVK. Donc, vous essayez de vous vendre que, bah oui, c'est normal qu'on ne sort pas significatif dans Rocket parce que les malades ont des CHADS plus élevés, c'est juste débile. C'est juste débile parce que les études vous montrent que le CHADS n'a aucun impact sur l'efficacité des AOD. Et ça, ce n'est pas que pour le Rivaro, c'est vrai aussi pour le dabigatran. Vous voyez qu'ici, le CHADS ici n'a aucun impact en termes d'efficacité du dabigatran à la dose de 150 x 2. D'ailleurs, s'il y a une tendance, il y a plutôt une tendance, toujours ceux qui aiment chipoter, hein, une tendance pour que les CHADS plus élevés, ça marche mieux. Vous voyez, c'est plutôt l'inverse. Généralement, plus les malades ont un CHADS élevé, plus les AOD sont bénéfiques. Et pour l'apixaban, vous voyez que là aussi, hein, la tendance est plutôt en faveur que les CHADS élevés soient encore plus favorables à l'apixaban, mais le test d'interaction n'est pas significatif, ni en termes d'efficacité, ni en termes de risque hémorragique. Donc, il faut arrêter de dire que les patients dans Rocket n'ont pas pu démontrer un bénéfice du Rivaro parce que ces patients avaient des CHADS plus élevés. C'est juste débile. Alors, finalement, on peut quand même comparer un tout petit peu ces patients, puisqu'il y a des artifices statistiques pour comparer ces patients sur les données, bien sûr, sur lesquelles on peut ajuster. Et on peut les regarder, justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les patients qui sont en insuffisance rénale dans les études pivots, hein, dans les 3 études pivots. Et voilà les comparaisons. Alors, à chaque fois, on compare l'AOD numéro 1 par rapport à l'AOD numéro 2. Et pour faire court, il y a 3 comparaisons où l'AOD numéro 2 est supérieur à l'AOD numéro 1. C'est quand on compare l'apixaban au DABI 110, quand on compare l'apixaban au DABI 150 et quand on compare l'apixaban par rapport au Rivaro. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut tirer des études de comparaison directes dans les études pivots, en sachant qu'on n'a pas forcément ajusté sur tout sur quoi il aurait fallu ajuster. Donc, il faut quand même prendre avec précaution ce type de comparaison, mais ça va quand même encore dans le même sens. Alors, par contre, en termes, vous voyez, dans cette étude, en termes d'efficacité, là, par contre, il n'y a pas de différence entre aucun de ces AOD. Alors, maintenant, ce qu'on peut avoir, c'est des études très intéressantes. C'est ce qu'on appelle ces études en population générale, avec le score de propension à haute dimension. C'est-à-dire quoi, score de propension, haute dimension? Ça veut dire qu'en fait, vous allez prendre des très, très, très grandes populations de patients. Et je vous signale que toutes les instances maintenant reconnaissent que pour être classé 1A, il faut avoir soit des études randomisées, soit des études justement comme ça, des méta-analyses avec des très, très grandes populations, analyse de score de propension à haute dimension. Alors, haute dimension, ça veut dire que vous allez comparer, vous allez utiliser jusqu'à 400 variables d'ajustement, alors que dans une étude randomisée, généralement, vous ajustez sur ce que vous avez, c'est-à-dire l'âge, hypertension oui, non, diabète oui, non, voilà.
dans une analyse avec score de propension, vous ajustez bien sûr sur l'âge, le sexe, mais vous n'ajustez pas simplement sur hypertension, oui, non. Vous ajustez sur hypertension et sur chaque classe d'antihypertenseurs utilisés. Vous n'utilisez pas simplement diabète, oui, non, mais diabète et chaque classe d'antidiabétiques utilisés. Vous pouvez ajuster même sur des variables de démographie parce que vous savez l'adresse de cette personne et c'est sans doute pas pareil d'habiter dans le 9-3 et d'habiter à Neuilly-sur-Seine, par exemple. Voyez, et ça, les Américains sont très forts pour prendre en compte ce genre de données extrêmement pertinentes de socio-économiques sur lesquelles on peut ajuster dans des analyses comme ça. Et donc, on finit par comparer en fait des frères jumeaux, c'est-à-dire des gens qui sont comparables. On ne les a pas randomisés, mais ils sont comparables sur 400 variables. On finit par dire qu'ils sont vraiment tout à fait comparables. Alors, quand on fait ça dans une donnée de patients âgés médicaires, c'est certainement dans cette population-là qu'on aura le plus d'insuffisance rénale. Je n'ai pas de population spécifiquement insuffisance rénale médicaire. Je peux vous montrer que des patients âgés, donc potentiellement assez souvent insuffisance rénale. Et bien voilà, quand on compare le Rivaro au dabigatran, voilà ce qui se passe. Le dabigatran est supérieur au Rivaro en termes d'hémorragie intracrânienne, en termes d'hémorragie extracarnienne grave et en termes de mortalité. Ce n'est pas anodin, supérieur en termes de mortalité. Par contre, pas de différence en termes d'efficacité. Quand on compare le Rivaro et l'API, l'apixaban est supérieur en termes d'hémorragie extracrânienne, hémorragie grave extracrânienne, en particulier digestive, et en termes de mortalité, très statistiquement significatif en termes de mortalité, pas de différence en termes d'efficacité et d'hémorragie intracrânienne. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que quand on compare le DABI à l'API, ce n'est pas blanc-noir. Vous voyez que le dabigatran est supérieur à l'API en termes d'hémorragie intracrânienne. Et on va le voir que c'est confirmé dans les études françaises. Il y a quelque chose de tout à fait intéressant chez les patients très fragiles à risque d'hémorragie intracrânienne avec le dabigatran. Par contre, l'apixaban est supérieur au dabi en termes d'hémorragie digestive. Mais il n'y a pas de différence en termes de mortalité, en termes d'efficacité. Alors, on a par contre des choses qui sont moins favorables à l'apixaban, et je crois qu'il faut y revenir. C'est des études avec les faibles doses dans des grandes cohortes scandinaves. Et là, vous avez ici, dans une grande cohorte au Danemark, les courbes donc, de prévention du risque thromboembolique, donc l'efficacité, et vous voyez que là, il n'y a pas de différence entre les trois AOD, les 3 AOD et les AVK. En termes d'hémorragie, finalement, il y a une seule courbe qui se distingue un tout petit peu ici, et c'est le dabigatran. Donc, le dabigatran qui fait moins saigner, donc on compare bien toutes les faibles doses, donc le dabigatran 110 x 2, qui fait moins saigner que le Rivaro 15 et que l'API 2,5 x 2, et que les AVK. Alors, en termes de mortalité, il y a 2 courbes qui sont un peu au-dessus. Eh bien, c'est l'API, donc 2,5 x 2, et le Rivaro 2,5 x 2. Et il y a 2 courbes qui sont plus basses, c'est le DABI 110 x 2 et les AVK. Alors, quand on voit ce genre de choses, on se dit, zut, qu'est-ce qui se passe dans des études de vraie vie? L'API à faible dose, à 2,5 x 2. Le professeur Reynaud m'a dit d'ailleurs que le niveau de preuve d'API de 5 x 2 était moins important que 5 x 2. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'API de 5 x 2? Eh bien, en fait, ce problème, il est très bien résumé dans cette étude. C'est du mésusage, du mauvais usage. Dans cette grande cohorte américaine, vous voyez, on regarde si les AOD qui ont été utilisés ont été surdosés. Alors, c'est rarement le cas. Très peu de malades sont surdosés. Les cliniciens, généralement, ils ont plutôt tendance à sous-doser qu'à surdoser parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des ennuis. Ils n'ont pas envie que ça saigne. Donc, il y a très, très peu de malades qui sont surdosés par erreur. Et donc, on ne peut pas analyser les AOD séparément. Il y en a trop peu. On les poule. Et bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, si on surdose les AOD, le seul truc qui est statistiquement significatif, c'est que ça fait plus saigner. Vous voyez, la bleue, le histogramme bleu, c'est les hémorragies. Et c'est statistiquement significatif. C'est comme on pouvait s'y attendre. Si on vous surdosez des AOD par erreur, vous ne donnez pas la dose de l'AMM, et vous faites saigner les gens. Ce n'est pas bien. Alors, par contre, beaucoup de ces malades sont sous-dosés. Et vous voyez que finalement, sous-doser le DABI, ce n'est pas si grave que ça. D'ailleurs, vous passez que de 150 x 2 à 110 x 2, vous baissez que de 33% la dose. Sous-doser le Rivaro, ce n'est pas si grave que ça, vous baissez que de 25% la dose. Mais par contre, sous-doser l'API, c'est ça le problème. C'est sous-doser l'API, en termes d'efficacité, vous voyez, là, vous perdez le bénéfice de l'anticoagulation. Donc, attention,
Parce que nous, cliniciens, on a toujours des fausses bonnes raisons pour sous-doser l'API. Et il n'a qu'un seul critère, il devrait avoir la pleine dose, mais je le trouve fragile pour une raison subjective et je lui ai donné de 5 x 2. Et bien, c'est sans doute ça qui explique que dans certaines études de vraie vie, l'apixaban, en fait, à faible dose, a de mauvais résultats. C'est du mésusage. Et donc, on voit d'ailleurs que dans ces corps de vraie vie, l'apixaban est à la dose de 2,5 x 2 dans 40% des cas. Alors qu'on sait bien qu'il n'y a pas 40% de la population qui aurait dû avoir une adaptation de posologie. Donc, c'est du mésusage. Donc, là, vraiment, message important, il ne faut pas sous-doser l'API. Alors ça, maintenant, c'est ce qui nous intéresse finalement le plus, et je vais finir là-dessus, c'est les études de vraie vie, donc score de propension, haute densité, 400 variables d'ajustement, mais en France. Et ça, c'est des données qui sont issues de la SNIRAM, c'est-à-dire que tous les malades de France, je dis bien tous les malades de France sont dans cette étude. À chaque fois que vous avez prescrit du Rivaro ou du Dabi, vous avez donc forcément mis votre malade dans cette étude. Et d'ailleurs, cette étude est faite par Bayer, parce que c'est l'HAS qui demande à Bayer de se comparer à l'AOD qui était là avant lui. Et donc, cette étude est faite par Bayer. Donc, sur le plan méthodologique, vous n'allez pas pouvoir beaucoup l'accuser quand vous allez voir que c'est très défavorable au Rivaro. Alors, si on regarde donc les faibles doses, donc Rivaro 15 par rapport à Dabi 110 x 2, ce qui est en gras, et c'est ce qui est significatif. Vous voyez, donc ici, vous êtes significatif. Comment ça se lit? Eh bien, vous avez 20% en plus, sous Rivaro, 20% en plus d'accidents thromboemboliques. Donc, vous êtes moins efficace avec le Rivaro que le Dabi. Ici, vous avez 21% d'hémorragie majeure en plus, et ici, vous avez 32% de saignements, tout saignement confondu, avec le Rivaro par rapport au Dabi. Pas de différence en termes de mortalité d'événements coronariens. Alors, pour la dose usuelle, c'est encore pire, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de différence en termes d'efficacité, mais en termes d'hémorragie majeure, quand vous comparez cette fois-ci le Rivaro 20 à Dabi 150 x 2, 77% d'hémorragie majeure en plus, 85% d'hémorragie en général en plus, 23% de mortalité en plus, vous voyez, c'est les mêmes chiffres finalement que ce qu'on avait dans les études américaines, 23% de mortalité. Donc, à chaque fois que vous avez choisi de mettre un malade sous Rivaro plutôt que sous Dabi et vous avez eu 5 morts, vous avez un en trop parce que vous avez prescrit du Rivaro et pas du Dabi. Et 31% d'événements coronariens, infarctus, angor instable, SCA, en plus sous Rivaro. Et vous vous souvenez que l'HAS avait au départ plutôt émis un warning sur le risque de SCA, vous vous souvenez, avec le Dabigatran. Non, en fait, c'est le Rivaro qui a 31% d'événements coronariens en plus par rapport au Dabi. Alors, l'année suivante, on a eu la même demande de l'HAS, cette fois-ci à BMS Pfizer. Comme on avait dit à Bayer, vous avez le Rivaro, vous devez vous comparer à celui qui était là avant. Là, on a dit à BMS Pfizer, vous avez l'API, vous devez vous comparer aux deux autres, au Rivaro et au Dabi. Donc, ils ont refait la même étude, SNIRAM, score de propension, haute densité, haute dimension. Donc, tous les malades de France à nouveau sont là-dedans. Et voilà les résultats. Alors, bien sûr, quand on compare l'API aux AVK, pas photo, là, efficacité, sécurité, vous êtes largement supérieur, c'est plus à démontrer, tout le monde le sait. Maintenant, quand on compare l'API au Rivaro, eh bien, vous voyez qu'en termes d'efficacité, l'API est statistiquement bien plus efficace que le Rivaro. Ici, safety, tous les problèmes hémorragiques. Et c'est essentiellement un bénéfice en termes d'hémorragie gastro-intestinale. Pour l'hémorragie intracrânienne, vous voyez, c'est tout juste non statistiquement significatif. On est à la limite de la signification. Voilà. Et par contre, en termes d'efficacité, il n'y a pas de différence. Donc, c'est exactement le même résultat qu'aux États-Unis. Vous avez une supériorité du Rivaro, de l'API par rapport au Rivaro en termes d'hémorragie, surtout d'hémorragie digestive, grave, et on est à la limite pour les hémorragies intracrâniennes. Et à nouveau, quand vous comparez API à Dabi, on est obligé de constater qu'à nouveau, vous avez une supériorité de l'API en termes d'hémorragie digestive, mais vous avez une supériorité, donc une deuxième étude qui le confirme avec un très haut niveau de signification, une supériorité du Dabi
par rapport à l'API en termes d'hémorragie intracrânienne. Donc, en clair, exactement deux études extrêmement puissantes qui montrent exactement les mêmes résultats. Donc, globalement, le Rivaro qui est supérieur, le Rivaro qui est inférieur aux deux autres AOD, et l'API qui est particulièrement intéressant pour éviter les hémorragies digestives, et le DABI qui est particulièrement intéressant pour éviter les hémorragies intracrâniennes. Alors, je conclus, c'est ma diapositive de conclusion. Donc, en cas d'insuffisance rénale, faut-il diminuer les doses? Non, simplement pour le Rivaro. Ça, c'est finalement, le Rivaro a voulu un schéma d'adaptation simpliste, on va dire, et ne tient pas compte du critère âge qui tient compte, lui, de la fonction hépatique. Et donc, pour le DABI et l'apixaban, c'est plus compliqué, mais c'est plus intelligent parce qu'on ne tient pas compte que du rein, on tient compte des autres facteurs de risque hémorragique. L'insuffisance rénale ne modifie pas le rapport bénéfice-risque des AOD, c'est-à-dire qu'il y a même un peu plus de bénéfices encore pour l'apixaban par rapport aux AVK en termes de risque hémorragique, vous l'avez vu, mais pour les autres, il n'y a pas de modification, il n'y a pas moins de bénéfices pour le dabigatran par rapport aux AVK, et c'est la même non-supériorité du Rivaro par rapport aux AVK. Et donc, finalement, généralement, ce qu'on demande à l'expert, c'est la question qui tue, mais qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur l'expert? Voilà ce que je fais, et je pense que justement, c'est un topo assez équilibré. On est obligé de reconnaître que pour le Cockcroft supérieur à 50, c'est vraiment l'apixaban qui a le plus haut niveau de preuve avec la dose de 5x2. Pour les Cockcroft, entre 15 et 29, c'est l'apixaban qui a le moins mauvais niveau de preuve parce que là, de toute façon, on n'a pas le droit de mettre du dabigatran. Et puis le Rivaro, vous avez vu que c'est quand même vraiment très, très mauvais. Et donc, voilà, apixaban de 5x2, on va dire par défaut. Mais je pense qu'il y a une zone de gris pour les patients qui ont un Cockcroft entre 30 et 49, qui sont hypoalbuminémiques, on pourra en reparler parce que finalement, le DABI est celui qui se lie le moins à l'albumine. Chez les sujets très âgés, fragiles, à risque d'hémorragie intracérébrale, moi, je prescris du DABI. Et en particulier, vous voyez, si vous avez un sujet de plus de 80 ans fragile, de toute façon, c'est DABI 110x2, et il n'y a plus d'effet seuil de la fonction rénale. Tant que vous avez un Cockcroft supérieur à 30, vous êtes tranquille avec DABI 110x2, vous avez mis la bonne dose, et vous êtes tranquille, et vous avez un risque hémorragique intracérébral extrêmement faible. Alors que c'est vrai qu'avec l'API, vous avez cet effet seuil. Ce malade, imaginez qu'il ait plus de 80 ans, il fait plus de 60 kilos, donc il a un critère simplement, l'âge. Et puis, il va avoir un deuxième critère, la créate. Quand il est à 150 de créate parce qu'il est un peu asséché, un peu fonctionnel, il faudrait diminuer la dose. Et puis, il repasse à 130 de créate, il faudrait lui augmenter la dose. Vous voyez, il y a cet effet seuil qui fait que c'est, quand on est aux alentours pour beaucoup de ces patients, de 133 de créate, il y a cet effet seuil qui fait que l'API peut être difficile à équilibrer. Voilà. Donc, je pense que c'est un propos qui est relativement équilibré. On est obligé de reconnaître que l'API a le plus haut niveau de preuve à la fois dans les études de pivot et en vraie vie, mais chez les sujets âgés et fragiles, je pense qu'il y a une bonne niche pour le dabigatran. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais juste arrêter le partage. Voilà. Ah, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va être chaud là, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je vais être obligé de jouer je vais jouer le rôle, je n'avais pas prévu, qui était le rôle de jouer le pro et le contre. C'est-à-dire, je suis d'accord avec vous, l'étude d'Aristotle est magnifique. Les données de vraie vie, moi j'ai un petit peu de mal personnellement, peut-être que vous allez me corriger. Mais, et on demandera également au docteur Delarche quelle est sa pratique. C'est-à-dire, quand je regarde votre pratique, vous avez dit, je vais mettre de l'apixaban ou du dabigatran. D'abord, moi, j'avais peur du dabigatran quand la fonction rénale est altérée. D'abord, parce que les premières expériences liées à des utilisations inappropriées n'étaient pas très bonnes. Et d'autre part, je ne sais pas, moi. C'est-à-dire que quand je regarde dans Rocket AF, le rivaroxaban, il ne fait pas mieux que l'AVK, mais c'est une population particulière avec 50% de patients qui ont des AVC. Ce n'est pas les mêmes patients qui sont dans Aristotle. Et de plus, normalement, on ne compare pas les études en direct, mais quand je prends une étude de vraie vie comme Xanthus, je vois que dans les études Xanthus, j'ai un niveau de chasse vasque similaire à celui des patients dans Aristotle. Et là, comme par hasard, j'ai le même taux d'événements dans Aristotle. Donc, moi, personnellement, j'ai tendance à penser que les AOD se valent.
Mais bon, je suis curieux de voir. Avant de vous donner la parole, je ne veux pas monopoliser la parole. Docteur Delarche, vous, c'est quoi votre pratique? Alors, je rejoins bien sûr le professeur Esnault sur pas mal de points. La première, c'est que souvent, maintenant, nous, les néphros, on insiste, voire même on remet les AOD, là où nos confrères cardiologues remettent des AVK chez les patients avec insuffisance rénale, alors qu'on sait que ça aggrave les calcifications périphériques, ça aggrave les ostéopénies, ostéoporoses et j'en passe. J'avoue que j'ai beaucoup appris ce soir. L'apixaban, effectivement, on l'utilise de plus en plus. On commence même à l'utiliser en pratique dans certains patients bien ciblés en dialyse. Depuis peu, on s'intéresse au rivaroxaban, mais je vais probablement changer mes pratiques suite à ce soir. Mais le dabigatran, non, j'avoue que pour tout patient avec une altération de fonction rénale, comme ceux que j'utilise, que je rencontre en pratique, je n'utilisais pas cette classe thérapeutique. Donc, c'est très intéressant. Alors, faut bien noter que l'abigatran est contre-indiqué pour les DFG FRA30, enfin pour les Cockcroft FRA30. Donc, c'est vrai que nous, en néphrologie, on a beaucoup de patients qui ont des Cockcroft FRA30. Voilà. Donc, mais non, mais s'ils ont super A30, je pense que chez un sujet âgé, c'est le meilleur choix. Mon papa, FA du sportif de haut niveau, ancien marathonien de très haut niveau, moins de 3 heures au marathon à une époque où il n'y avait pas les moyens actuels et pas beaucoup d'entraînement. Bien sûr, passe en FA, sans même s'en rendre compte d'ailleurs, il continue de courir aussi vite. Il est sous dabigatran parce qu'il a 88 ans. Hein. Dabigatran 110 x 2. Donc, si j'y croyais pas, je le ferais pas. J'aime beaucoup mon papa. Donc, non, je pense que vraiment le niveau de preuve du dabigatran, justement en termes de bénéfices pour le risque d'hémorragie intracérébrale, maintenant, c'est archi connu que c'est le meilleur des 3 AOD. Enfin, c'est pas discutable. Vous ne trouverez pas beaucoup de vrais spécialistes des AOD qui vous diront le contraire. Les études s'accumulent. Vous voyez, les deux très grandes études, je vous ai montré 2 très grandes études de vraie vie. Alors après, il faut se méfier de certaines études de vraie vie qui sont des études faites par des laboratoires. Dans les études faites par des laboratoires, souvent, le produit du laboratoire va bien. Moi, je vous ai montré les études de la SNIRAM, c'est-à-dire que c'est tous les malades de France. On n'a pas été sélectionner les patients, c'est tous vos malades sont là-dedans. On n'a pas pu en cacher qui ne faisait pas plaisir au laboratoire. Vous voyez. Et d'ailleurs, Bayer a été obligé de dire que le Rivaro était inférieur au dabigatran. Et après, BMS Pfizer a été obligé de dire qu'il était supérieur dans beaucoup de cas, mais qu'il était inférieur au dabigatran en termes de prévention du risque hémorragie intracérébrale. Donc moi, je crois que c'est à ces très grandes études de cohorte, non biaisées et non contrôlées par l'industrie, justement. Bon, après, pourquoi le Rivaro marche moins bien? Enfin, je ne sais pas, je peux vous montrer les quelques petites dias que j'ai en backup si vous le voulez, mais il y a effectivement beaucoup d'arguments. Ça vous intéresse? Je le fais ou pas? Allez-y, ouais, allez-y. Allez, je le fais. Donc, je vais reprendre donc, la main pour vous montrer quelques diapos que j'avais en backup. Alors, voilà. Alors, ça, c'est une étude qui est faite par Bayer, hein, donc qui commercialise le Rivaro. Ils font des très, très bonnes études, Bayer, de pharmacocinétique. Donc, ils font une pharmacocinétique en comparant des concentrations plasmatiques de Rivaro et d'apixaban. Donc, les malades reçoivent pendant 7 jours soit le Rivaro en 1 fois par jour, bien sûr, soit l'apixaban en 2 fois par jour, conformément à leur AMM. Et le 7e jour, on considère qu'on est à l'état d'équilibre. Et voilà les concentrations plasmatiques en bleu du Rivaro qui est donné en 1 fois par jour. Hein, vous voyez, un pic assez élevé. On parle de pas grand-chose, hein, juste avant la prise. Un pic assez élevé, voilà. Et puis, à 24 heures, à nouveau, il n'y a pas grand-chose. Et puis là, le 7e jour, à la fin du 7e jour, on arrêtait, on ne continuait pas 8 jours et on regardait encore ce qui se passait au-delà. Et puis, vous voyez que, bien sûr, l'apixaban qui est donné 2 fois par jour a des oscillations sur une amplitude beaucoup plus faible. Et dans le même papier, les auteurs nous disent, et on le sait d'ailleurs, qu'il y a une parfaite corrélation entre la concentration plasmatique et l'activité anti-DISA. C'est-à-dire que dans cette courbe, si vous remplacez concentration plasmatique par activité anti-DISA, c'est pareil. Donc, quand vous donnez en fait de l'apixaban 1 fois par jour, compte tenu de la demi-vie, hein, je rappelle que l'apixaban est l'AOD qui a la plus courte demi-vie des 3, je répète, l'apixaban est l'AOD qui a la plus courte demi-vie des 3, hein.
C'était vraiment une erreur de le développer en une fois par jour. Et donc, vous partez forcément de pas grand-chose, puisqu'il est pratiquement éliminé au bout de 24 heures. Vous avez un surdosage en activité anti-DISA dans les premières heures, et au bout de 16 heures, vous redescendez en dessous de la fourchette thérapeutique. Alors qu'avec l'API, vous oscillez dans la bonne fourchette d'activité anti-DISA. Alors, vous allez m'obliger encore à faire l'avocat du diable. Et là, il n'y a pas de diable ou de démon, c'est juste… moi, on m'avait expliqué que c'est un débat qui remonte à très longtemps, c'est-à-dire au départ, quand les AOD sont arrivés. Je regardais les demi-vies et que le produit donnait une fois toutes les 24 heures. On m'avait expliqué qu'en termes de PKPD, il y avait suffisamment d'activité pour le rivaroxaban au bout de 24 heures. Et même là, je me dis, comme utilisateur quotidien des 3 AOD, s'il y avait un manque d'efficacité du rivaroxaban, j'ai l'habitude de mettre des sondes de TO à des patients pour des cardioversions ou des ablations de FA. S'il y avait plus de thrombus avec l'un qu'avec l'autre, bon, d'accord, je suis à un usage individuel, je l'aurais vu. Donc, je suis un petit peu gêné aussi par ça. Est-ce que vraiment, c'est-à-dire qu'on voit, on a en termes d'utilisation, comme vous avez monté dans Naxos, des dizaines de milliers de patients avec chacun des AOD, et que là aussi, dans Naxos, on a pris tous les patients, c'est-à-dire on n'a pas sélectionné. Donc, on a des pratiques très variables, il y a de tout dedans. Dès qu'il y a une ordonnance, il est dedans. Ce n'est pas la rigueur d'un essai de phase 4, etc. Donc je ne suis pas sûr que ces données-là, moi, dans ma pratique, m'impactent. Donc, je vous challenge. C'est presque une controverse qu'on est en train de faire. Pour répondre tout à fait clairement, je pense vous avoir montré beaucoup de données qui montrent que finalement, les 3 AOD sont relativement équivalents en termes d'efficacité. Je vous rappelle que même dans les études de vraie vie, on n'a pas réussi à démontrer de grandes différences en termes d'efficacité. Donc, c'est exactement ce que vous dites. Finalement, en termes d'efficacité, ils font globalement le job. Là où ça ne va pas du tout, et là où c'est très clair dans toutes les études, c'est en termes hémorragiques. Et ce n'est pas étonnant, parce que ça, c'est ce pic, vous voyez, ce pic d'activité anti-DISA qui est largement au-dessus de la fourchette thérapeutique d'activité anti-DISA. Donc, ce que l'on peut dire, si je nuance mon propos, parce qu'il a été mal compris, c'est que ce qui est très clair des 2 études de vraie vie, c'est qu'il y a une très nette supériorité de l'apixaban par rapport au Rivaro en termes d'hémorragie digestive, et il y a une très nette supériorité de l'apixaban par rapport au dabigatran aussi en termes d'hémorragie digestive. Par contre, en termes d'hémorragie intracérébrale, c'est le dabigatran qui sort supérieur par rapport à l'API. Et si on compare pareil, d'ABI à Rivaro, c'est pareil. Donc, on est plus sûr en termes de risque hémorragique avec l'API et avec le DABI qu'avec le Rivaro. Par contre, en termes d'efficacité, vous voyez, en termes d'efficacité, on a du mal à démontrer une supériorité. Et c'était vrai aussi dans les études américaines. Donc, on peut dire que le fait d'avoir pris le risque d'être moins anticoagulé là pendant les 4 dernières heures de nictémère, c'est moins grave, ça a sans doute moins de conséquences cliniques parce qu'on va être tellement sur-anticoagulé derrière que les microthrombus qui se sont formés là, on va les assassiner avec l'anticoagulation. Par contre, ce qui reste, c'est le risque hémorragique. Alors, la deuxième chose, c'est aussi ces études d'observance. Alors, ces études d'observance, c'est très intéressant parce qu'effectivement, le fait de donner du Rivaro en une seule prise, très clairement, ça favorise l'observance, on est d'accord. Il n'y a aucun problème. Moins vous avez de prise médicamenteuse, moins vous avez de chance de l'oublier. C'est la palissade, OK. Sauf que le jour où vous l'oubliez, ça a des conséquences beaucoup plus graves. Alors ça, vous voyez, ces études de pharmacocinétique, si vous oubliez un produit qui se donne en 2 fois par jour, si vous l'oubliez, ce produit qui se donne en 2 fois par jour, vous baissez ici en concentration, mais pas beaucoup plus bas que là où vous auriez été en le donnant 1 fois par jour. Par contre, si vous oubliez ce produit qui se donne en 1 fois par jour et que finalement vous ne prenez rien du tout avant 48 heures, ça revient à avoir oublié 3 fois de suite le produit qui se donne en 2 fois par jour. C'est simplement de la modélisation de pharmacocinétique. Et là, les problèmes d'observance, c'est parfois de prendre une prise en plus. Vos malades sont âgés, ils ne se souviennent pas s'ils ont pris leur médicament et ils leur prennent une 2e fois. Ça, finalement, c'est plus fréquent qu'on le pense. Eh bien, si vous prenez un 2e médicament qui se donne en une prise, vous voyez
là où vous montez, alors que si vous prenez une deuxième prise d'un médicament qui se donne en deux prises, une deuxième prise accidentelle, vous ne montez pas beaucoup plus haut que là. Et alors, quand je conclus, je dis effectivement pourquoi le Rivaro, finalement, a un moindre niveau de preuve qui est maintenant assez admis par les spécialistes de l'anticoagulation, parce qu'effectivement, c'est le seul AOD, je vous le rappelle, hein, qui n'est pas supérieur aux AVK, ni en termes d'efficacité, ni en termes d'hémorragie. Mais bien, c'est aussi parce qu'il y a un problème avec la biodisponibilité. Le Rivaro est l'AOD qui a la meilleure biodisponibilité. Hein. Donc, c'est 100% de biodisponibilité avec le Rivaro, à une condition, c'est de le prendre au milieu du repas. Mais vous savez que ce produit est très utilisé en gériatrie, justement, parce que c'est une prise par jour, et c'est l'infirmière qui passe voir le petit vieux qui va lui mettre dans le bec. Il lui met dans le bec de façon aléatoire et en dehors des repas. Et à ce moment-là, l'absorption donc de l'AOD, hein, du Rivaro, est diminuée d'un tiers. Donc, en clair, le patient est extrêmement sous-dosé s'il se trouve à prendre son produit en dehors du repas. La deuxième chose, c'est que c'est l'AOD qui, comme les AVK, a une très forte fixation à l'albumine. Donc, il peut être surdosé en cas d'hypoalbuminie, de dénutrition. C'est aussi celui qui a les plus grandes variabilités d'activité anti-DISA, c'est ce que je vous ai montré dans les études de pharmacocinétique. Et c'est là aussi celui qui a le plus gros impact des oublis ou des prises accidentelles. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, en fait, on a quand même tout un rationnel pour comprendre pourquoi, finalement, je répète, hein, dans la FA, fibrillation atriale, en une prise par jour, l'AOD qui a la demi-vie la plus courte, ce n'était quand même pas une bonne idée. Et d'ailleurs, je vous le rappelle qu'en association avec les antiagrégants, hein, en post-angioplastie, très prudemment, on a donné du Rivaro en 2 prises par jour, bien sûr, à 2,5 fois 2 d'ailleurs, pour éviter le risque hémorragique. Alors, vraiment merci. Alors, je pourrais dire aussi, mais c'est presque une controverse, et si vous voulez, on la refera en controverse. C'est-à-dire que moi, les sujets jeunes, bon là, ils ne sont pas insuffisants rénaux. Si moi, je fais de la FA, je me dis, je n'ai qu'un comprimé à prendre, je vais me mettre sur Rivaro Savant. Je m'obligeais de faire l'avocat du Rivaro Savant parce que je trouve que vous avez un discours très à charge contre le Rivaro Savant qui est inhabituel dans mon univers à moi où j'utilise les 3 AOD. Donc, vous avez votre pratique et votre avis et je trouve que vous êtes complètement… Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai parlé que des sujets à risque, ouais. Hein, des sujets âgés, des sujets en insuffisance rénale. Pour un sujet jeune, moi, je vous rejoins. Un sujet jeune qui est finalement assez peu à risque, d'ailleurs, de risque thromboembolique et hémorragique, lui donner le moins bon des 3 AOD, ça ne pose pas de problème. Et si ça lui favorise l'observance, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et surtout, si ce sujet jeune, on a des sujets jeunes très inobservants qui vous disent, de toute façon, moi, je suis incapable de prendre des médicaments autrement qu'en prenant tout le matin, sinon c'est ingérable parce que le soir, je ne peux rien prendre. Là, il faut le mettre sur Rivaro, c'est clair. Et puis, le sujet âgé, on n'a pas, ce n'est pas une étude randomisée, mais l'étude qu'a faite Olivier Hanon chez les sujets de plus de 80 ans, elle est quand même rassurante pour Rivaro Savant. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu dérangé par vos données. Et donc, voilà, on en discute. Hein, voilà. Vous avez mis une super présentation. Déjà, moi, je retiens que vous me rassurez quant à l'utilisation des AOD chez l'insuffisance rénale. Je pense que c'est le message principal qui était prévu initialement et que on est impatient de sortir un petit peu. Voilà, Docteur Delage, vous avez parlé un petit peu de la dialyse. Je trouve que c'est intéressant. C'est basé sur quoi, là, la dialyse? Alors, il y a des études aux États-Unis. Hein, il y a l'apixaban a déjà l'autorisation de la FDA en dialyse depuis plus de 7 ans maintenant. Donc, non seulement il y a eu des études en dialyse, mais il y a des études de vraie vie en dialyse qui montrent une excellente tolérance et une excellente efficacité. Donc, oui, nous aussi, effectivement, on a commencé à mettre quelques patients sous AOD en dialyse. Mais il peut se poser la question, est-ce qu'il faut anticoaguler les patients en dialyse? Ça, c'est un autre sujet. Oui. C'est le sujet d'un PHRC de Thierry Andouche qui, malheureusement, n'a pas réussi à inclure assez de patients parce que c'était ça la vraie question. Aujourd'hui, il commence à sortir des études apixaban versus AVK qui semblent montrer la supériorité de l'apixaban. Mais est-ce que c'est l'apixaban qui est supérieur ou est-ce que c'est les AVK qui sont délétères? C'est difficile à savoir.
la vraie étude aurait été apixaban versus placebo en réalité. Il y a SAFE-HD au Canada qui commence depuis 2019. On espère que ça répondra. Mais bon, dans 3 ans. Vraiment, merci. Honnêtement, on a envie de poursuivre le débat. On vous réinvitera, professeur Hainaut, docteur Delarche, on vous réinvitera parce que vraiment, c'était passionnant. Et je trouve que la discussion était intéressante. On a peut-être artificiellement donné des avis opposés, mais voilà. Mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous nous rassurez. Et je pense que ce qui est important, c'est de rassurer les praticiens sur l'utilisation de l'insuffisance rénale, où effectivement, ce qui est catastrophique, c'est probablement les AVK et les AOD font mieux. C'est déjà ça le message principal. Et vous nous rassurez énormément en voyant que vous êtes en train d'arriver avec des données nouvelles. Et ça nous rassure énormément. Alors attention, en dialyse, on est hors AMM. Hein. Oui, donc, bien sûr. c'est que les centres experts qui le font hors AMM. Ce n'est pas du tout, aujourd'hui, on n'est pas habilité à le faire. Il faut le tracer dans une RCP. Je pense que pour le moment, moi personnellement, en dessous de 15, je ne prescris pas. J'utilise uniquement dans le cas des RCP des produits. Et je ne sors pas des clous. J'attends d'avoir les données, les autorisations. On respecte les RCP des produits. En tout cas, je vous remercie, docteur Hainaut et docteur Delarche, d'avoir été avec nous. Je vous remercie tous de votre attention et je vous dis à très, très, très bientôt pour un autre webinaire. Bye bye, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.